C'est à vous, mesdames et mademoiselles et messieurs les élèves avocats, c'est à vous, à mon tour, que je veux m'adresser et uniquement m'adresser, et je suppose que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je parle de vous. Vous découvrez cette rentrée solennelle et je pense que vous éprouvez le sentiment, j'allais dire concret, tangible, que vous venez de franchir le seuil. Déjà, on vous l'a dit tout à l'heure, la Cour d'appel de Paris, présidée par sa première présidente, Madame Chantal Arens, la Cour d'appel de Paris, disais-je, tout entière, viendra siéger ici en audience foraine et solennelle pour recueillir votre premier serment d'élève avocat. Et puis, cette année, sur le berceau de votre promotion nouvelle-née, se penche, on vous l'a dit, non pas un parrain, non pas une marraine, mais j'allais dire un couple de bon génie. Un couple exemplaire, un couple complémentaire, un couple européen, une femme, un homme, une avocate, un magistrat, une avocate d'affaires, Madame le ministre Anna Palacio, et un juge, celui qui, à mes yeux, est le plus haut magistrat européen, Monsieur le Président Guido Raimondi. Madame Anna Palacio et Monsieur Guido Raimondi sont cette année, en effet, votre marraine et votre parrain. Et Monsieur Guido Raimondi, qui, parmi tous ses talents, a celui d'être aussi un francophone remarquable, s'adressera à vous dans quelques instants. On vous l'a dit, l'état de santé de Madame Anna Palacio ne lui a pas permis d'envisager de se déplacer en France pour cette cérémonie, ce qui est pour nous évidemment un grand regret, mais surtout un facteur d'inquiétude, puisque en 2000, alors qu'elle était membre du Parlement européen, Madame Anna Palacio avait continué à y travailler et à y siéger sans se cacher, le crâne rasé en raison des séances de soins qu'elle devait suivre, suscitant l'émotion et l'admiration de ses collègues. Nous savons que sa volonté est farouche. Nous formons les vœux les plus chers pour son prompt et total rétablissement. Voyez-vous, Madame Anna Palacio appartient à ce que j'appelle, pour ma part, la race des avocats stars, c'est-à-dire ces avocats auxquels les nations ou les grandes entreprises confient leur destinée. Madame Anna Palacio a eu pour premier titre celui d'avoir été le meilleur étudiant de l'année au lycée français de Madrid, où elle a été lycéenne. Et après ses études universitaires, elle est devenue professeure de sciences politiques, puis avocat au barreau de Madrid, où elle est spécialisée en droit international, d'une part, et en droit de l'Union européenne, de l'autre. Et elle a participé pendant des années aux travaux du Conseil des barreaux européens, qui représente 1 million d'avocats, et elle y était vice-présidente, je crois, jusqu'à l'année 2002. Députée européenne de 1994 à 2002, elle est devenue ministre des Affaires étrangères, ce qui était quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il s'agissait de la première femme à être nommée en Espagne à ce titre. Elle a été ensuite élue aux députés au Congrès de 2004 à 2006. 2006, c'est la date à laquelle elle a quitté la politique. Et c'est alors qu'elle a embrassé, j'allais dire, la vie des affaires. Elle a été nommée vice-présidente et conseillère de la Banque mondiale. Et elle est devenue en 2008 la directrice internationale et notamment marketing d'Areva. Elle est membre de différents conseils d'administration de grandes sociétés et elle continue à œuvrer au sein de ce que l'on appelle la Fondation pour le droit continental, qui favorise le rayonnement de ce droit continental dans le monde.
Et je sais que le président Guido Raimondi connaît bien Madame Anna Palaccio, dont il partage, je crois, les vues sur l'état de droit, sur la justice, sur les droits de l'homme, et sans doute nous apportera-t-il dans un instant sa touche personnelle. Monsieur le Président, Guido Raimondi, que peut-on dire de vous? Chacun sait bien sûr que vous êtes depuis le 1er novembre 2015 le président de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire de la juridiction à laquelle est dévolue la plus haute mission. Cette mission qui est celle d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce poste le plus prestigieux d'entre tous consacre une carrière de magistrat qui a été rapidement passionné par le droit des libertés internationales dont vous êtes aujourd'hui un véritable expert. Vous êtes né à Naples, où vous avez effectué vos études. J'allais dire que vous avez commencé une carrière classique de magistrat en vous occupant des audiences autant civiles que pénales. Et puis c'est en 86, ai-je compris, que le déclic, j'allais dire, s'est opéré, puisque c'est à cette date que vous avez été élu détaché au ministère des Affaires étrangères au service du contentieux diplomatique, puis jusqu'en 1997, vous êtes devenu co-agent du gouvernement italien auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous êtes alors revenu en Italie pour occuper des postes prestigieux auprès de la Cour de cassation italienne, d'abord comme avocat général, puis comme conseiller. Mais je sais que l'appel du droit international a été le plus fort. Vous allez alors rejoindre l'Organisation internationale du travail à Genève. Vous y êtes devenu conseiller juridique, fonction que vous avez abandonnée avec regret en 2010 lorsque vous avez été nommé juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et vous y avez parcouru ce cheminement que je viens de décrire, juge, vice-président, président aujourd'hui de cette haute juridiction. C'est dire, Monsieur le Président, combien les élèves avocats qui sont ici présents sont sensibles à cet honneur que votre présence leur confère et dont ils vous savent infiniment gré. Dans quelques instants, je suis sûr que vous leur direz ces paroles riches de sens, comme disait Antigone. Ces paroles riches de sens dont j'espère, comme disait Antigone, qu'ils se souviendront toute leur vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les élèves avocats, je vous disais en commençant que vous aviez le sentiment précis, mais véritablement très net, tangible, d'avoir franchi le seuil. Je pense que vous avez compris que la page de l'université est définitivement tournée. Rappelez-vous, on vous le disait tout à l'heure, il y a quelques mois, vous peut-assiez encore au sein de vos instituts d'études judiciaires respectifs les matières de votre programme de révision de l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats, alors que vous étiez confrontés, ce qui était nouveau pour vous, à des exercices, je dirais, insolites, dans l'expression de votre savoir, ne serait-ce que la note de synthèse ou le grand oral avec le jury. La réussite n'était pas acquise d'emblée, mais vous êtes ici, c'est-à-dire que vous avez démontré avec brio que vous possédiez les vertus intellectuelles du juriste qui sont indispensables à l'entrée à l'école de formation des avocats des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. L'université a fait de vous des raisonneurs du droit, c'est-à-dire des juristes, c'est-à-dire ces personnes qui sont rompues à cette alchimie complexe, à ce va-et-vient incessant, à, j'allais dire, ce passage incessant du concret à l'abstrait, puis de l'abstrait au concret. Vous avez obtenu la clé de ce que l'on appelle dans les jeux vidéo à degrés successifs la clé du dernier niveau, la clé du dernier monde, après la plongée dans la vie professionnelle.
avant la plongée dans la vie professionnelle, bien entendu. Et vous savez, parce qu'on vous l'a dit, qu'il n'y a rien de plus beau qu'une clé, tout au moins tant qu'on ne sait pas ce qu'elle ouvre. Vous étiez étudiant, vous voici redevenu élève. Ne le prenez pas mal, c'est une promotion. Si en effet l'université a pour rôle de forger des esprits juridiques, et j'espère qu'elle l'a fait en ce qui vous concerne, elle n'est pas vraiment armée pour donner aux étudiants l'esprit de compétition. L'autre, à l'université, c'est un camarade. L'autre, à l'université, ce n'est jamais un concurrent. Tout simplement parce que l'on ne combat jamais contre cet autre. Les étudiants se contentent, je dirais dans leur chemin parallèle, de se battre pour atteindre, voire dépasser la moyenne, et c'est tout. Il n'y a pas de compétition à l'université. Et l'étudiant, par exemple, ne sait pas ce que l'on peut éprouver quand on est 11e, alors qu'il y a 10 places à un concours. Eh bien, demain, vous allez commencer cet apprentissage qui est rude, celui de la compétition, et ceci vous conduira à devenir sans cesse davantage exigeant envers vous-même. Dans cet exercice professionnel, vous devrez être armé parce que vous y serez seul. Et tout à l'heure, j'ai pu saluer Monsieur le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, que je salue à nouveau avec toute l'affection, l'amitié et le respect que je lui porte. Et je sais qu'il disait souvent, et qu'il dit sans doute encore, que l'avocat est toujours un animal solitaire. Il est seul face à son client qui se confie. Il est seul lorsqu'il se lève face au juge. Il est seul lorsqu'il est face à sa conscience et qu'il faut qu'il décide de l'orientation d'un dossier ou qu'il détermine une renonciation ou une acceptation dans le cursus de ce dossier. Il est seul pour participer à sa place qui est la sienne, à l'œuvre de la justice. Et la place qui est la sienne, c'est, vous le savez, d'être un auxiliaire de justice. Mais ce n'est pas une expression péjorative, parce que je suis convaincu qu'il n'y a rien de plus beau que d'être le serviteur d'une vertu. L'avocat n'existe que pour les autres, au service desquels il s'est placé, et seul il doit combattre, seul il doit défendre celui qui lui a confié ses intérêts, son honneur peut-être. Seul il doit l'emporter sur l'autre. Et je le dis souvent, voyez, la profession d'avocat, et c'est la seule, la profession d'avocat est la seule dont les membres ont pour vocation de se combattre entre eux. Et pour triompher dans un dossier, il faut l'emporter sur l'autre. Et rassurez-vous, cet autre, il nourrira à votre endroit très exactement les mêmes ambitions, mais les ambitions opposées. De là l'importance de nos règles professionnelles, de nos règles déontologiques, de nos règles de procédure. Vous ferez tout pour l'emporter. Vous ferez tout pour l'emporter sur l'autre, mais dans le respect exigeant, scrupuleux de nos règles déontologiques. Alors c'est tout cela, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les élèves étudiants, c'est tout cela que vous allez découvrir peu à peu. Vous entrez dans un monde nouveau, vous n'êtes pas au bout du chemin, on vous l'a dit, vous n'êtes pas au bout de vos découvertes. Ce sera à chacune et à chacun d'entre vous d'approfondir son exploration personnelle. Alors je vous en supplie. Et Madame Clémence Samarabetati vous y a déjà exhorté, je vous en supplie, ne cédez plus aux facilités de l'université. C'est vous qui êtes en jeu maintenant.
Ne pratiquez pas l'économie de moyens. Ne restez pas timidement aux confins de ce monde qui maintenant s'ouvre devant vous. Plongez-vous dans l'aventure. Repoussez sans cesse les limites de vos ambitions. Soyez des explorateurs inassouvis. Voilà ce que je vous souhaite. Bonne école, je serai à vos côtés, je vous suis. À bientôt.